à toutes et à tous et bienvenue dans C'est possible, l'émission de l'Express en partenariat avec Moving On, dans laquelle on met en lumière des initiatives, des projets œuvrant à une mobilité durable. Aujourd'hui, on évoque un thème vraiment central, c'est le thème du recyclage de nos véhicules. Quelle est la situation actuelle? Qu'est-ce qui est recyclé? Qu'est-ce qui est valorisé? Et surtout, comment on améliore la filière? C'est extrêmement important. Et pour en parler, eh bien, je suis avec deux experts du sujet. Patrice Kefalas, d'abord, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur de l'innovation de Michelin, qui est membre de Moving On. Et puis Pierre-Édouard Sorel, bonjour. Bonjour. Directeur du développement de Moving On. Je parlais de cette question centrale du recyclage parce qu'en fait, on en parle beaucoup. On nous dit que les voitures commencent à être recyclées. D'abord, la situation actuelle, c'est quoi? On en est où? Est-ce qu'aujourd'hui, 100% d'une voiture est recyclée, d'un camion? Alors aujourd'hui, une voiture, c'est recyclé à peu près à 95%. Sur les 95%, il y en a en fait une dizaine qui sont plutôt valorisés, c'est-à-dire souvent brûlés, concrètement. Okay. C'est des éléments qu'on met à brûler. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que... Alors brûler, peut-être juste rappeler, brûler... brûler dans une cimenterie, par exemple. Voilà, pour fabriquer de l'énergie. Pour fabriquer de l'énergie, pour faire autre chose. Okay. Ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que, grosso modo, une voiture arrive dans un centre de déconstruction. En français, on dit ça, c'est une casse automobile, mais en bien améliorée. On récupère les pièces qui peuvent être récupérées, qui peuvent être réutilisées. Ce qui ne peut pas être réutilisé, ce qui est considéré comme n'ayant pas de valeur, part avec la caisse chez un broyeur qui va broyer la voiture et récupérer des toutes petites parties qui, elles, vont être triées de manière à être réutilisées. La réalité, c'est quand même que souvent, ce qu'on trouve à la fin est de moins bonne qualité que ce qu'on a mis au départ. Okay. Donc on a beaucoup de mal en fait à faire le recyclage tel qu'on l'imagine. Je récupère de l'acier que je remets dans le même acier. En fait, il est souvent utilisé pour un acier de moins bonne qualité. Donc il y a des expérimentations en cours pour tester ça, pour essayer de le récupérer un peu mieux. Mais grosso modo, on est plutôt dans une logique de downcycling que de recyclage réel. Alors juste pour apporter un peu de contexte, si on parle de recyclage, c'est bien évidemment parce que ça rentre dans cet objectif hyper important de décarboner l'industrie automobile. La décarbonation de l'industrie automobile, elle ne se fera pas juste en passant à l'électrique. Ouais. Elle se fera aussi en récupérant les véhicules, les batteries, bien sûr qu'on a tous en tête les batteries, mais il n'y a pas que les batteries, il y a tout le reste, et en réutilisant les batteries, l'acier, les pneumatiques, et en essayant au maximum de rendre nos véhicules durables et renouvelables, et recyclables bien sûr. Et c'est le seul moyen d'arriver au net zéro sur l'industrie automobile. Alors le recyclage, est-ce que c'est donc 95% aujourd'hui d'un véhicule est recyclé? Est-ce que ça permet aujourd'hui d'utiliser des matières recyclées pour fabriquer les véhicules actuellement? Est-ce qu'une filière existe? C'est quoi la situation actuelle? Il y a des filières qui existent. Il y a des fournisseurs qui ont mis en place des filières, qui ont mis en place des filières de récupération. Je peux citer par exemple le verre ou le plastique d'habillage des véhicules. La difficulté, c'est toujours la même. C'est comment est-ce qu'on mettrait. C'est très simple de récupérer un plastique pétrosourcé, un plastique vierge, parce qu'on en connaît précisément la composition. On est capable de faire toujours les mêmes pièces. Quand vous récupérez des matières recyclées qui ne sont pas toujours les mêmes, c'est beaucoup plus difficile de maîtriser ça. Donc il y a un vrai challenge technique, il y a un vrai challenge d'acceptation aussi pour nous d'accepter des véhicules avec des intérieurs qui viennent de pièces recyclées. Parce qu'on ne peut pas continuer à aller sortir du pétrole de la terre pour aller refaire des plastiques, pour aller refaire plein de choses, du pétrole, du cuivre. Voilà, vous imaginez tout ce qu'il y a dans un véhicule. Il y a 400 kg d'acier en moyenne. L'acier, c'est du charbon, c'est du fer. Il faut le sortir de la terre. Et là, vraiment, l'objectif, c'est de passer là-dessus et de se dire on doit être capable de refaire des voitures avec des voitures. Comment on fait pour le faire alors? C'est quoi la solution? La solution, pour accélérer justement ce la solution, recyclage. C'est que, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est ce qu'on voit dans Moving On, c'est qu'on voit des industriels qui se disent moi, je veux promouvoir la réutilisation des pièces, je veux promouvoir la recyclabilité de mes pièces, et pour ça, j'ai besoin d'investir, j'ai besoin de mettre en place des usines un peu partout en Europe, de manière à aller récupérer tous ces gisements en fait de déchets pour refaire à nouveau des pièces neuves. Exemple avec Michelin, Patrice Kefalas, concrètement, si on prend l'exemple du pneu, aujourd'hui dans le recyclage, on en est où? Est-ce que c'est obligatoire de recycler ces pneus? Ils deviennent quoi et qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'une filière existe? Vous avez beaucoup de questions, c'est la première. Alors, comme il y a beaucoup de questions, je vais me permettre de prendre un tout petit peu de recul. En fait, on a tendance souvent à assimiler recyclage et circularité.
mais on parle de deux choses qui sont quand même assez différentes. Ok. L'enjeu quand même, c'est bien la circularité de notre économie. C'est-à-dire être capable le plus possible de sourcer des matières qui soient soit biosourcées, soit effectivement recyclées, être capable de faire durer le plus longtemps possible le produit qu'on a. N'oublions pas ça quand même, parce que ça va avoir un impact très important. Ouais. Le soin qu'on va pouvoir en prendre, la longévité, la durée de vie du produit qu'on aura. Ensuite, la capacité qu'on va avoir à le réparer. Parce que, est-ce qu'on le jetable n'est pas la solution, est-ce qu'on c'est évident. conçoit des produits qui sont facilement réparables, à des coûts raisonnables, à un impact carbone raisonnable, parce que la réparation a aussi un impact carbone. Est-ce qu'on est capable à un moment donné de le reconditionner? Alors un pneu, parfois ça se rechappe, donc on peut remettre une bande de roulement dessus sans refaire toute la structure du pneu. Et puis, une fois qu'on a épuisé toutes ces possibilités de réparation, de reconditionnement, qu'est-ce qu'on va faire du produit? Okay. Et donc là, ça rejoint la question du recyclage, qui suppose d'abord de le récupérer. Donc la chance qu'on a dans le pneu, c'est que dans les plus grands marchés mondiaux, il y a toute une organisation de la récupération du produit, c'est obligatoire. Donc il y a des filières qui sont organisées, qui sont financées en fait souvent par le consommateur qui paye une écotaxe, qui fait que la filière va collecter les produits, c'est la responsabilité des manufacturiers, donc des producteurs, de collecter les produits usés et après de les valoriser. Et après, c'est là que la technologie va entrer en ligne de compte, parce que la technologie va nous permettre de faire ce qu'esquissait un peu Pierre-Édouard, de dire comment est-ce que, au lieu de brûler un produit que j'ai récupéré, comment est-ce que je peux en faire quelque chose de plus forte valeur ajoutée? L'idéal étant pour nous de faire un pneu avec un pneu. Donc comment est-ce qu'on peut dissocier les différents matériaux qui composent le produit pour pouvoir le réinjecter de manière non pas vierge, mais suffisamment élémentaire pour être intégré dans la production d'un nouveau pneu. Qu'est-ce qui a changé dans votre façon de voir ce sujet? C'est hyper intéressant. Ça fait longtemps que vous, par exemple, sur le pneu, vous pensez économie circulaire. À quel moment vous dites, là, c'est quand même important de fabriquer un produit qui ait une durée de vie intéressante, qu'on puisse réparer? C'est nouveau comme philosophie? Alors, non. Ou ça date justement de l'urgence climatique et de la... C'est pas nouveau du tout. C'est le driver qui a changé. Michelin a introduit l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire la vente d'un pneu au kilomètre, dans les années 1920. Et Michelin a introduit ça pour que, effectivement, on puisse faire le plus de kilomètres possible au pneu, en disant au consommateur, vous, ce qui vous intéresse, c'est pas d'acheter un pneu, c'est de faire des kilomètres avec. Moi, je vous le vends au kilomètre, et c'est mon boulot de le faire durer le plus longtemps possible, de le réparer, de le reconditionner, de le maintenir à la bonne pression, etc. Donc déjà, c'était une logique dans l'esprit circulaire qui est de faire durer, réparer et maintenir le produit. Mais le driver était économique. Comment faire en sorte que ça vous coûte le moins cher possible au kilomètre. Et ça nous a amené de toujours d'avoir l'image du manufacturier de pneus qui faisait les pneus qui font le plus de kilomètres, qui ont la plus grande longévité. On est connu pour ça dans le monde entier. Mais c'est dans une logique économique. Et en fait, le paradigme a changé, donc il y a peut-être maintenant, grosso modo, une dizaine d'années ou un petit peu moins, où on s'est rendu compte qu'en fait, l'enjeu de faire durer les pneus, c'est pas seulement un enjeu économique, mais c'est un enjeu planète. Pierre-Édouard Sorel, sur ce sujet-là, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable déjà d'utiliser des pneus qui ont été recyclés dans de nouveaux pneus ou d'autres matières dans la voiture? Est-ce que quand j'achète une voiture, j'ai, je sais pas, un fauteuil qui vient d'une autre voiture? Est-ce que la filière est organisée? Je vais prendre pour exemple, alors, dans notre communauté, Solvay, qui est un chimiste et qui fournit de la silice. Donc la silice, concrètement, c'est du sable qui va dans les pneumatiques, notamment dans les pneumatiques, et qui permet d'améliorer ce qu'on appelle la résistance au roulement, c'est-à-dire la consommation. Vos pneumatiques font d'essence. La consommation d'essence. La consommation d'essence. Un pneumatique, c'est à peu près un plein sur 5. Et en fait, la silice, c'est ce qui permet d'améliorer la consommation tout en gardant les performances de freinage. Et en fait, pour répondre à la demande, qu'a exprimé de manière très claire Patrice, notamment sur des matières renouvelables, ils se sont dit, je vais essayer d'aller faire une silice à partir de sable déjà utilisé, parce qu'on sait qu'aller continuer à miner du sable, c'est pas une bonne idée. Ils en ont trouvé dans des fonderies. Dans des fonderies en Europe, j'imagine. Oui, en Europe, loin et pas trop loin de leur usine qui est dans le nord de l'Italie. Pas trop loin de leur usine, mais pas qu'en Italie. En fait, ils ont besoin d'aller un tout petit peu plus loin, donc ils sont allés faire le tour et ils ont trouvé effectivement des sources. Et en fait, ça leur permet de passer à l'échelle sur un process de traitement de manière à être capable de fournir ce sable, cette silice issue de sable recyclé. Est-ce qu'il y a une difficulté d'approvisionnement ?
Oui, alors la difficulté, c'est qu'en fait, le sable de fonderie jusqu'ici n'était pas réutilisé. Et en fait, ils se retrouvent à aller en chercher un tout petit peu plus loin que l'Italie. Donc, ils ont besoin d'expliquer que ce sable, qui est une substance, pour la faire sortir de ce statut, c'est un déchet, c'est reconnu comme un déchet. Mais il faut déposer des dossiers en France. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. La difficulté, c'est qu'ils doivent aussi le faire en Italie, ils doivent aussi le faire en Allemagne. Et qu'à chaque fois, ce n'est pas forcément la même procédure, qu'elle ne prend pas forcément autant de temps. Et donc, ça crée une vraie difficulté économique, concrètement. Donc ça veut dire que la réglementation européenne, pour le dire simplement, elle n'est pas totalement ouverte à ce qu'on puisse aller chercher des ressources recyclées dans d'autres pays européens, etc. Enfin, alors, les ressources qui sont des déchets. Et c'est 100% normal, parce qu'en fait, la valeur d'un déchet, historiquement, elle est plutôt faible. Donc un déchet, ce n'est pas censé voyager, sinon en fait, plus vous le faites voyager, moins il a de valeur. Enfin, vous allez manger la marge dans le transport. Alors que maintenant, on commence à avoir une économie circulaire, et on a une économie où ces déchets commencent à avoir de la valeur. Donc il est pertinent de les faire voyager, il est pertinent qu'ils traversent des frontières, sinon on va multiplier par 27 les installations industrielles de Solvay, mais des autres aussi, et ce n'est pas pertinent. Donc il existe déjà des matériaux pour lesquels c'est possible, voilà, le cuivre, l'acier par exemple, ou le calcin, c'est-à-dire les débris de verre, ça peut voyager. Et nous, on pousse pour qu'il y ait cette espèce de réception communautaire dans laquelle si un pays dit « ok, c'est bon », ce soit reconnu dans les autres pays. Patrice Kefalas, vous, est-ce qu'il y a un objectif en termes d'années dans la fabrication et la conception d'un pneu qui aura cette faculté de rentrer globalement et totalement dans l'économie circulaire ? Bon, on a un objectif d'entreprise qui est assez clair, qui dit qu'en 2030, 40% des composantes qui rentrent dans un pneu sont soit biosourcées, soit issues du recyclage. Ok. Et on a cet objectif. Biosourcé, est-ce que vous pouvez rappeler ce que ça veut dire ? Un produit biosourcé, c'est un produit qui est sourcé à partir de la nature et qui est renouvelable à partir de ressources qui sont renouvelables sur la durée de vie d'une génération. Et par exemple, dans le pneu, ça peut être quoi ? Ça peut être le caoutchouc naturel. Ça, c'est la chance qu'on a dans un sens, puisque c'est un produit naturel et qui est renouvelable dans une génération. À la différence du pétrole, parce que le pétrole, c'est aussi un produit naturel. Simplement, il faut un peu plus d'une génération pour le renouveler. Bon, puis ça peut être tout produit qu'on va sourcer naturellement à partir de produits issus de la biomasse, par exemple, et qui pourront remplacer des produits issus du pétrole. Et qui, dans le pneu, feront quoi ? Serviront de liant, en fait, pour créer la gomme ? Ils servent à plein d'endroits. Ils servent de renfort, ils peuvent servir de collants, ils peuvent servir ça peut être des nappes intermédiaires qu'on met dans la structure d'un pneu. Donc, parce qu'un pneu, c'est pas une boule de gomme. Il y a plein de composantes différentes dedans. Il y en a à peu près 200 qui rentrent dans la composition d'un pneu. Il faut qu'on les prenne un par un pour qu'on trouve une solution, soit de biosourcing, soit de recyclage, enfin de sourcing de matières recyclées pour ces produits-là. Et notre objectif en 2050, c'est 100%. L'enjeu là, c'est un enjeu technique. Effectivement, il faut être capable d'intégrer avec une empreinte carbone raisonnable ce genre de produit dans notre production. Mais c'est aussi un enjeu de filière. Ouais. Parce qu'il faut être capable de le faire à l'échelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le faire vous-même, chez Michelin par exemple. Vous pouvez vous dire, c'est nous qui allons gérer tout ça. La circularité, c'est très, très écosystémique. Ok. En particulier, il y a toute cette question que vous évoquez de l'approvisionnement. Parce qu'une matière qu'on a séparée à la fin de vie d'un produit, en fait, elle peut alimenter plein d'industries possibles. Et on s'est bien rendu compte que si tout le monde voulait du biofuel, par exemple, ça ne marcherait pas parce qu'il n'y aurait pas assez de biofuel et il n'y aurait pas assez de biomasse pour nourrir la planète en même temps. Donc on se rend bien compte qu'il y a des limites à ces choses-là. Donc il faut être capable de raisonner collectivement sur la meilleure façon d'utiliser une nouvelle ressource qui sort du recyclage. Et naturellement, on va être en compétition. Si on pense au plastique, par exemple, si on est capable de recycler un plastique, il y a plein de consommateurs potentiels d'un plastique recyclé. Il n'y a pas que Michelin qui a besoin de plastique recyclé. D'ailleurs, on entend les grands groupes industriels nous dire il leur manque toujours beaucoup de plastique recyclé pour fabriquer de nouveaux plastiques, etc. Ils sont toujours en déficit, c'est ça. Donc, passer ça à l'échelle, ça suppose de s'organiser, ça suppose de le penser en écosystème,
En écosystème pour faire évoluer la réglementation, en écosystème pour identifier les technologies les plus prometteuses et les mettre à l'échelle ensemble. Ok. Parce qu'on peut avoir besoin de mettre à l'échelle des solutions ensemble. Et c'est là que vous dites, c'est ça qu'il faut accélérer en fait, c'est cette création d'une vraie filière? Ben, c'est à ça que sert Moving On. Alors Moving On a une utilisation, une finalité qui est plus large que la circularité, mais Moving On, il est là pour faire travailler des acteurs ensemble pour proposer des solutions qu'on peut mettre le plus rapidement à l'échelle pour décarboner la mobilité. La circularité en fait partie. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans l'émission C'est possible, nous parler du recyclage, c'est extrêmement important comme on l'a compris. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis à très vite. Ciao.